Il aura fallu moins de 2 ans à un groupe de Los Angeles pour, carrément redéfinir le rock. Aujourd'hui, on va donc plonger dans les débuts absolument fulgurants des Doors et on va essayer de comprendre cette alchimie si unique qui a forgé leur son légendaire. Je n'avais jamais rien entendu de tel. Voilà, c'était à peu près la réaction de tout le monde quand les Doors sont arrivés. Il faut bien comprendre que leur son, ce n'était pas juste une petite évolution, non, c'était une véritable rupture, quelque chose qui a complètement secoué le paysage musical de l'époque. On est en 1967, pensez-y, c'est l'année de Sgt. Pepper's, des albums qui marquent l'histoire. Et pendant ce temps-là, à Los Angeles, il y a un son complètement différent qui émerge. Un son, beaucoup plus sombre, plus hypnotique. Alors la question c'est, qu'est-ce qui rendait le son des Doors si différent ? Différent de toute la pop psychodélique qui venait de San Francisco ou de Londres à ce moment-là. Allez, on regarde ça de plus près. En fait, ce qui est fascinant avec eux, c'est vraiment cette fusion. Le groupe a pris tout un tas d'influences, des trucs hyper variés et qui, sur le papier, n'ont rien à voir ensemble. Et ils ont tout mélangé pour créer un son complètement nouveau. On parle de jazz, de flamenco, de blues, de classique et même de bossa nova. C'était un cocktail musical vraiment inédit. Et puis il y a ce détail, qui n'en est pas un, c'était un groupe de rock sans bassiste. C'était du jamais vu à l'époque. C'est Ray Manzarek qui s'y collait en jouant les lignes de basse avec sa main gauche sur son clavier. Rien que ça vous montre bien l'alchimie unique de ce groupe et leur envie constante d'innover. Bon, avec un son aussi particulier, il fallait bien que ça explose. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec leur premier album, tout simplement intitulé The Doors. Un disque qui aujourd'hui est considéré comme rien de moins que l'un des plus grands de tous les temps. Alors, combien de temps pour enregistrer un album aussi monumental ? 2 semaines. Juste 2 semaines. C'est incroyable quand on y pense. Bon, il faut dire qu'ils avaient rodé ces morceaux pendant plus d'1 an dans les bars. Toute cette énergie brute a été capturée en studio en un temps absolument record. Dès le premier morceau d'album, on comprend tout de suite. Ça commence pas par un gros riff de guitare, non, mais par un rythme de bossa nova. Avec Break On Through, ils annoncent la couleur. Ce n'est pas un groupe de rock comme les autres. C'était une déclaration d'intention incroyablement audacieuse. Parlons de leur plus gros succès de l'album Light My Fire. Tout le monde pense savoir qu'il l'a écrite, mais son histoire est assez surprenante. Ça déconstruit un peu le mythe qui tourne toujours autour de Jim Morrison. Et non, ce n'est pas Morrison, mais bien le guitariste Robbie Krieger. C'était même la toute première chanson qu'il ait jamais écrite. C'est lui qui a amené l'idée de base, mais ensuite, c'est vraiment tout le groupe qui s'en est emparé pour en faire une véritable épopée, en s'inspirant même du jazz de John Coltrane pour les arrangements. Un vrai travail d'équipe. Le problème, c'est que la version de l'album fait 7 minutes. Beaucoup trop long pour la radio de l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On coupe. On enlève les longs solos d'orgue et de guitare, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 2 versions. La version longue, l'œuvre complète, et la version courte, le tube planétaire qui les a rendus célèbres. Et le reste de l'album est à l'avenant. Ça montre une polyvalence incroyable. On passe d'une reprise d'un opéra allemand, Alabama Song, à un standard de blues super menaçant, Backdoor Man. Du cabaret européen au blues américain le plus pur et dur. Le grand écart. Mais voilà, avec le succès, les choses commencent à prendre un virage un peu plus sombre. On passe à leur album suivant, sorti la même année, qui va explorer une toute autre facette de l'expérience psychédélique. Voici donc Strange Days, leur 2e album. On le décrit souvent comme la face cachée, la face sombre du psychédélisme. On pourrait l'appeler le mauvais trip. L'ambiance là change du tout au tout. Des morceaux comme People Are Strange sont devenus de véritables hymnes à la paranoïa, à l'aliénation. C'est un album qui dépeint un monde vu à travers un miroir déformant. En plus, ils avaient accès à une meilleure technologie en studio, des enregistreurs 8 pistes, ce qui leur a permis de créer un son beaucoup plus travaillé, surréaliste et franchement troublant. Et l'album se termine sur une autre pièce maîtresse, When the Music's Over. C'est un peu le pendant sombre et politique de The End du premier album. C'est là-dedans qu'on entend le fameux cri de Morrison. « We want the world, and we want it now !» Ça capture parfaitement l'esprit de rébellion de l'époque. On arrive déjà à leur 3e album en moins de 2 ans. C'est fou. Avec Waiting for the Sun, les choses commencent à se fissurer. La pression de la célébrité, les tournées qui n'en finissent plus, tout ça commence vraiment à peser sur le groupe. Et forcément, une réaction de rejet commence à apparaître. Certains fans, certains critiques les accusent de s'être vendus, de faire de la musique pour les teeny boppers, les jeunes adolescentes. Le groupe doit maintenant faire face à un défi immense, être à la hauteur de la légende qu'il a lui-même créée. Le single principal de l'album Hello, I Love You est un parfait exemple de ce dilemme. Ça a été un énorme succès, un vrai tube. Le problème, ça ressemblait un peu trop à All Day and All of the Night des Kinks. Tellement trop que les Kinks leur ont fait un procès et ils ont gagné des royalties. Forcément, ça a jeté d'huile sur le feu des critiques qui disaient que le groupe perdait son originalité. Et pourtant, sur ce même album, on trouve aussi des morceaux parmi les plus politiques et les plus théâtraux des Doors.
Prenez The Unknown Soldier. C'est presque une petite pièce de théâtre en 3 actes, une protestation directe contre la guerre du Vietnam. On a la marche militaire, puis l'exécution avec le roulement de tambour et le coup de feu de guitare, et ça se termine sur une célébration complètement bizarre. C'est hyper visuel, hyper puissant. Alors quand on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ça, la créativité du groupe sur une période aussi courte, c'est juste stupéfiant. Faisons le compte. Janvier 67, le premier album. Septembre 67, Strange Days. Juillet 68, Waiting for the Sun. En 18 mois, à peine 1 an et demi, les Doors ont sorti 3 albums devenus des classiques. 3 disques qui ont défini un son, une époque. Un rythme pareil aujourd'hui, ce serait tout simplement impensable. Cette explosion de créativité, c'est ce qui a forgé leur légende, bien sûr, mais ça a aussi inévitablement préparé le terrain pour toutes les turbulences qui allaient suivre. La question reste entière. Ce départ fulgurant, cette flamme, était-elle simplement trop brillante pour pouvoir durer ?